si jamais un jour vous me rendez hommage, s'il vous plaît, ne faites pas juste m'imposer de faire quelque chose que je déteste et d'en rester là. OK. Parce que je regardais ça mercredi, puis je me disais, c'est tout un hommage, ça. C'est quoi les chances qu'on lui rende hommage? Oui, bien, je sais. Mais OK, Alex, inquiète-toi pas avec ça. Non, ça Faites-toi pas de soucis, ça arrivera. On te demandera pas de boire du vin, par exemple. Non, c'est ça, mais genre, Alex, on va te rendre hommage, lave les toilettes, puis va-t'en chez vous. Parce que mercredi, c'était Andrei, tu viens, parle devant tout le monde, puis va-t'en chez vous. Non, mais j'ai trouvé ça un peu sec. Non? J'ai trouvé que ça manquait un peu de un maître ou une maîtresse de cérémonie aurait une petite ambiance, un petit quelque chose, une petite peinture avec sa face, je sais pas, un bâton en argent. À quelle heure commençait le match? C'est à cause de ça? Parce que le match, c'était plus tard, c'était 19h30. C'était un match à 19h30. Qui a commencé à 20h, pas loin de 20h. À un moment donné, il fallait limiter ça. Il n'y avait pas de grand... Non, honnêtement, j'ai pas eu de problème du tout avec la durée. Je trouve qu'au contraire, ça a fait ce que ça devait faire. Ça ne s'est pas étendu indûment. André non plus. Non, mais ça on pouvait compter là-dessus. Mais écoute, il m'a surpris, moi, par la longueur de son allocution. Ouais. Mais il était dans de bonnes dispositions quand même. Quand on lui a parlé avant le match, il était de bonne humeur, beaucoup plus loquace qu'il ne l'a jamais été comme joueur. Et puis, heureux d'être là, heureux d'être content. Ben, puis je trouve que c'était fort bien comme petit laïus. Non, OK. Moi, j'ai trouvé ça étonnant qu'il n'y ait personne pour y donner une table. Il n'y avait personne. Il était tout seul. Il est arrivé tout seul. Famille, il est reparti tout. Ben, avec sa famille. Là, mais il n'y avait personne de l'organisation. C'est comme s'il y avait eu. Des hommages comme ça, c'est pas compliqué, là. Mais moi, tu l'appelles, tu lui dis, on va t'honorer. Et la job est faite, là. C'est sûr que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelques anciens coéquipiers qui soient là. Il y a eu des vidéos qui ont été présentées. Mais c'était pas un retrait de chandail, quand même. Non, mais... C'est ça. Non, je sais bien. Le Canadien doit faire mesurer ce qu'on fait selon l'importance des... Il n'y a pas Sakou Koivu qui avait été présenté à un moment donné aussi au centre de la glace. Oui. C'était un peu semblable à ce qu'on avait fait pas. Il n'y avait personne pour lui dire merci ou pour le présenter. Non, il était au centre de la glace. Puis il y avait that's it, that's all. Mm-hmm. OK. Fait que c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on rend hommage. Viens, parle, va-t'en. Là, va-t'en, ça, c'est ta touche personnelle. Non, mais je veux dire, sans plus de cérémonial, là, sans plus. Non, mais durant le match, je trouve que c'est là où je pense qu'il y a eu un petit manque ou un petit essoufflement. C'est que durant le match, durant les pauses télé, entre autres, au premier entraque, il y avait des témoignages pour Andrei Markov, sauf que il y en a eu juste en première période. Il y en a eu, je pense, pour les 2 premières pauses télé, puis ça a été fini après. Fait qu'on a entendu Mike Komisarek. On a entendu Alex Ovechkin un peu plus longtemps que dans le vidéo-hommage qui avait été monté. José Théodore, etc. C'était bien. Ça, peut-être qu'on en aurait pris un peu plus. Mais sinon, c'était pas du tout, remballe tes affaires puis va-t'en. Je trouve que là-dessus, c'était... Moi, il y a une chose que je déplore. Ça fait quelques fois que je vois ça. T'sais, Markov a joué très longtemps à Montréal. Il a eu une longue carrière. On organise une rencontre de presse avant le match. Puis on fait ça sous la forme d'un scrum où il y a à peu près 50 personnes debout qui ont le bras tendu pour lui poser quelques questions. Il me semble qu'on pourrait l'installer à la même table où Martin Saint-Louis s'installe avant, puis prendre le temps de discuter un peu avec lui, puis pas faire ça en 8 minutes 50. Ça fait pas toute partie de la même... On dit pas un peu la même chose. Moi, je trouve que tout ça, c'était garoché. C'est ça que j'essaie de dire. Mais en tout cas, la question purement tribune versus scrum, c'est une décision de leur part parce que son horaire, semble-t-il, était serré puis ils voulaient pas que ça s'étende. Fait qu'ils ont limité ça. Ça a duré quoi, 9-10 minutes, là, justement? Là. Mais ça fait plusieurs fois que je vois ça. Puis, il me semble... Tu annonces à tout le monde, on va faire un hommage à Markov, on va souligner sa carrière, puis le gars répond à... C'est comme un scrum d'après-match. Là. Il me semble un peu plus de décorum, prendre un peu plus le temps de faire les choses. Absolument. Si son horaire était serré, commencer on a juste à l'organiser avant, mais il était à Montréal depuis la veille. Alors, c'est ça. Et puis choisissez pas un match qui commence à 19h30 si c'est un enjeu là, de ne pas prendre trop de temps pour faire la cérémonie. Enfin, il n'y avait pas de raison là, pour que ce soit ce match-là contre les Jets. Là. C'est pas comme si... Mais en général, il n'y a rien de ça qui m'a agacé.
Honnêtement, là, je trouve ça Mais pas toi, t'es de bonne humeur. T'es de bonne humeur. Ouais. Mais t'es reposé, faut dire. T'as profité d'un petit séjour dans la belle capitale. Moi, Ouais. Non, mais je fais exprès. On peut choisir un des deux adjectifs. J'ai choisi le mien. Moi, comprends. j'ai trouvé que c'était un excellent exercice de placement de produits, cette cérémonie-là. Je sais pas si De vous Markov, ça? Je ne sais pas si vous avez juste expliqué c'est quoi du placement de produits. Là. Parfois, on regarde un film, un téléroman, puis le héros conduit telle marque de voiture. C'est pas écrit que c'est une publicité, mais ça là, tu dis, hey, ça accroît la visibilité, ça crée une envie. J'achèterais ça, cette voiture-là, moi. Sans que ça, de façon... C'est un peu pas insidieux, mais c'est quoi le mot que je cherche? Subliminal. C'est ça, subliminal. Et je regardais le visage de Demidov pendant cette cérémonie-là, qui était là au banc puis qui avait l'air absolument ébloui de dire « Wow, c'est comme ça que les gens de Montréal accueillent, ont reconnu un gars qui vient de la Russie comme moi, qui a eu une longue carrière, ils l'ont apprécié. » Et je me disais, si t'es une organisation de hockey qui a l'intention de négocier un contrat à long terme avec ce jeune homme-là, c'est le meilleur placement de produit que tu pourrais faire. Et pour... Et peut-être même de le tenter de convaincre d'accepter un petit peu moins d'argent. Parce que les gens vont tellement t'aimer. Ouais, tu l'as vu, Ivan? Tu l'as vu? L'amour, ça n'a pas de prix. Voilà. Petite observation. Mais c'est vrai que c'était évident. Puis je sais pas si Yvan a commencé à écrire son speech là, pour quand il va revenir, parce que c'est tout ce qu'il y aura, visiblement. Il n'y aura pas d'autre chose. Non, je faisais le détour par la belle capitale parce que c'est le point final. On va arrêter d'en parler, mais le chandail des Nordiques, est-ce que les gens ont aimé ça à Québec? Oui. C'est drôle. Moi, je suis allé dans une vieille taverne. OK? On ne s'imagine pas ailleurs. J'espère que par professionnalisme, tu as fait plusieurs établissements pour... Oui, mais prendre un vrai... La réponse, c'est oui. Okay. Mais pendant le match, vrai professionnel. Mais pendant le match, un seul établissement, quand même. OK. Ben et puis, donc, je suis allé dans une vieille taverne chez Joe Dion. Puis... Et puis, la moitié des gens avaient un chandail... en tout cas, ceux qui avaient décidé de porter un chandail de hockey, il y en avait qui portaient le chandail des Nordiques, d'autres le chandail du Canadien. Je pouvais sentir que c'était à peu près 50-50 dans la distribution de la fidélité. Évidemment, le Canadien, dans ce match-là, n'a pas donné trop l'occasion d'applaudir. Mais c'est intéressant à voir. Tu vois qu'il y a des gens qui ont gardé un intérêt pour l'Avalanche, gardé du coin de l'œil leur succès, sans nécessairement devenir à fond la caisse des fans de l'Avalanche. Mais tu vois qu'ils sont... Il y a un petit attachement par la fête. Oui, exactement. Puis il y en a qui ne seront jamais fans du Canadien, ce que tu veux. C'est comme ça. Mais c'était une belle petite expérience sociologique. Et il n'y a personne qui trouvait là, que c'était comme venir danser sur les cendres de la maison qui avait brûlé que de ressortir le chandail. Non. OK. Il y a juste moi qui pense ça, finalement. Non, je pense pas. Il y a juste moi qui n'a pas aimé l'hommage à Markov. Je pense pas que tu sois le seul. C'est juste que je suis tombé sur un groupe qui avait l'air juste... Bon de fun. Qui voulait s'amuser. Puis tout le monde a dit, il est donc beau, ce chandail-là. Ah, ça, pour être beau, il est beau. Puis dis-moi, est-ce que tu as été reconnu à Québec? Est-ce que les gens disent... Est-ce que tu as entendu parler du balado? Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont salué, qui ont félicité votre travail. Pas moi, personnellement, mais... Félicitations. Tu félicitations. Martin et Alex. C'est ça. Ils sont exactement. Hey, Gascon, il est-tu bon? Ouais. Je t'écoutais l'autre jour, là, puis Gascon, il est bon. Alors, mais il paraît qu'on s'aime pas... c'est ça. Que je t'aime pas. Moi, ça m'a touché de savoir qu'il y a des gens qui prennent ma défense. Ouais. Ils apostrophent Godin puis ils disent « Hey, tu l'aimes pas, Coupal? Puis Godin dit « Exact, c'est ça. Vous le connaissez pas. Ça paraît que vous le connaissez pas. Il a l'air fin, mais tout ça, c'est... Il a l'air drôle, mais dans le fond... Non. Quand les caméras s'éteignent... Il est encore mieux. Bon, ça fera. OK, aujourd'hui... Slavkovski est bon. Je pense que je n'ai jamais fait ça. Demidov, on l'a fait. L'Inde, on l'a fait. Une combinaison gagnante. Et seront-ils à l'étroit à Milan? C'est tellement hockey, épisode 446.
Notre journaliste affecté aux affaires du hockey, Monsieur Marc-Antoine Godin. Bonjour, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour, Grand Godini. Oui, il y avait beaucoup. On n'a pas parlé de ça, mais il y avait beaucoup de prestidigitation à Québec aussi. Oui. Je pense pas que le mot. Ça suffit. On va faire le tour de ton actualité. Non, c'est peut-être mieux pas. On salue les auditeurs de Québec. Absolument, ben oui, absolument. Puis c'est ça. Puis on est de votre bord. Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Bonjour, Martin. Messieurs, bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Yeah. Je ne sais pas c'est à quel moment qu'il est devenu un joueur aussi important, mais je pense que quand il a été repêché, premier, je pense qu'il est devenu un joueur très important. T'sais. Fait qu'on essaie de l'amener où c'est qu'on pense qu'il peut être. Puis on pense toujours Slav dans le futur plus que Slav dans le présent. Fait que, tu sais, puis son chemin, il n'a jamais été linéaire, mais c'est une belle trajectoire, c'est un gros morceau. Puis je sais que son jeu s'est beaucoup amélioré défensivement. Tu sais, il bloque des gros lancers, il est très engagé. Il a une maturité, tu sais, qui est plus mature chaque année. Puis je pense que ça l'aide à aller chercher un autre niveau. Plus mature chaque année, contrairement à d'autres gens qu'on nommera pas. Non, mais c'est vrai qu'il joue bien. On disait, quand on l'a jumelé avec Demidov, on disait « Ouh, hey, il transporte... » Moi-même, à la limite, j'étais un peu déçu qu'on ait... Bon, on y viendra, là, mais qu'on ait... séparé, enfin, qu'on les ait séparés, lui et Demidov. Mais de retour avec Suzuki et Caulfield, ça a été un autre bon match. Tu sais, ça fait quand même... C'est ça, là. C'est un bon début de saison, là. On disait, Martin, au début de l'année... Slavkovski, sur l'avantage numérique, les résultats sont pas là. C'est le contraire cette année. Il marque beaucoup de buts dans ces circonstances-là. Absolument. C'est vraiment... Non, il joue moins en périphérie sur l'avantage numérique. Exactement. C'est ça. On le dit pas assez. Il est bon. Ben écoute, disons-le. Puisque tu me tends la perche, ouais. Je vais poursuivre sur le thème des placements de produits. Ah oui! Martin Saint-Louis a expliqué après le match que, bon, comme le Canadien affrontait les Jets, c'est que l'attaque des Jets reposait surtout sur le premier trio, Connor, Scheifele et Vilardi, qu'il avait jugé que c'était la chose à faire de remettre Slavkovski avec Caulfield et Suzuki parce que ce trio-là est habitué de jouer ensemble, est habitué de jouer contre les meilleures unités et que ça lui donnait les meilleures chances de gagner. Ce match-là, il y avait Julien Brisebois qui était là, il y avait Kyle Dubas qui était là d'équipe Canada, de l'équipe olympique. Il y avait Bill Guérin aussi, si ma mémoire est bonne, qui était là pour Team USA. Et je trouve que c'était une excellente occasion de s'arranger pour que Caulfield et Suzuki paraissent le mieux possible et soient dans les meilleures conditions possibles contre un des bons trios de la Ligue nationale. Alors, je ne sais pas si ça n'a pas pesé du tout dans la décision. Ça a pesé à 2% ou à 10%. Mais je pense qu'il a aidé ses deux meilleurs attaquants ce soir-là en faisant jouer Slavkovski avec eux, alors qu'il y avait des yeux très intéressés qui les suivaient. Intéressant. Alors, voilà. Intéressant. Moi, je pense que ça pesait 0 dans la balance. À la place de Martin Saint-Louis, je fais ma structure, j'organise mes trios en fonction d'un match. Je ne me préoccupe pas de qui regarde la partie. Là. Qui est là. Peut-être qu'ils ne devaient même pas le savoir qu'ils étaient là. Non. Je sais pas. Mais... Écoute, c'est possible qu'ils ne le savaient pas, mais Chantal reçoit les demandes, le département de Chantal reçoit les demandes ou les avis de présence à l'avance. Puis c'est le genre de choses, écoute, c'est le genre de choses qu'un entraîneur va faire à l'occasion pour aider ses joueurs. Ça, c'est un exemple, mais il y a d'autres. D'essayer de bien les faire paraître dans des circonstances particulières. Ça va jusque dans des détails, des fois aussi innocents, que le gars joue dans sa ville natale où on lui fait démarrer le match. Ça, c'est des petites choses que les joueurs apprécient. Mais comme je dis, je ne sais pas si c'était 0, 2, 10, mais c'est une déformation professionnelle. Pour moi, je me méfie des coïncidences, surtout lorsqu'elles arrivent en même temps. Alors, ce qui est exactement le cas. Ce qui est exactement le cas ici. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'aime pas l'idée J'aime jamais cette idée-là de concevoir sa stratégie en fonction de
d'éléments extérieurs. Non, mais ça peut être Disons convergent, ça comme ça. des fois. Ça peut être Absolument. des intérêts convergents. Mais j'allais dire, Saint-Louis nous a donné plusieurs exemples depuis qu'il est là, qu'il est loin d'être insensible au bien-être, disons ça comme ça, de ses joueurs. Et même des fois, on se disait que c'était peut-être exagéré. Alors, ça tomberait dans ce sens-là. Bien, peu importe l'identité de l'adversaire, il y a un problème que Martin Saint-Louis devait corriger, c'est que son premier trio ne fonctionnait pas à 5 contre 5 avec Zachary Bolduc sur les flancs de Suzuki et Caulfield. Alors, il fallait trouver une autre formule parce que le rendement de ce trio-là a piqué du nez avec Bolduc à leur côté. C'est dommage, mais c'est ça. Ils ont réussi à maintenir un peu un certain niveau de production. De manière générale, ils ont passé beaucoup plus de temps dans leur zone qu'ils le faisaient auparavant en début de saison ou en possession de rondelles. C'était un des meilleurs trios de la Ligue nationale avec Slavkovski avec eux. C'était le seul chez le Canadien qui à peu près, avait l'avantage. Exactement. Mais sauf que peu importe contre qui ils étaient confrontés, ils avaient le dessus. Puis Slavkovski était une partie intégrante de ce succès-là. Fait que je pense que c'était urgent pour remettre le Canadien sur les rails après une autre contre-performance la veille. Ben là, tu te dis, OK, on va au moins remettre une formule qu'on sait qui fonctionne. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, puis je ne sais pas si tu voulais éventuellement parler de la réorganisation des trios, mais je me lance là-dedans tout de suite, c'est qu'on a déjà parlé du fait qu'Alexandre Texier, c'est un peu difficile de lui trouver vraiment la bonne chaise avec le Canadien, étant donné que c'est un gars d'habilité qui n'a pas nécessairement démontré à long terme dans la Ligue nationale que c'est un attaquant top 6 pur et dur, mais dans un rôle défensif, dans un rôle de soutien, il n'est pas non plus idéal pour ça. Fait que c'est pas évident de lui trouver une chaise, sauf que dans les circonstances actuelles, avec le nombre de blessés puis avec la volonté de vouloir replacer Slavkovski avec Suzuki puis Caulfield, bien là, tu peux l'amener avec deux joueurs qui se débrouillent très bien, qui ont développé une belle complicité ensemble en Kapanen et Demidov, puis un peu lui donner la chance de se faire valoir dans un mandat un peu plus offensif. Fait que j'ai trouvé que c'était intéressant. Puis je sais qu'il y a des fans qui se sont offusqués de tout ça en voyant les trios, en disant « Ah, ben là, ça n'a pas de bon sens, le Canadien redevient l'équipe d'un seul trio. » Mais quand Bolduc jouait avec Suzuki puis Caulfield, j'avais pas l'impression que ce premier trio-là... C'était l'équipe d'aucun trio. Ben, il n'y avait pas un rendement optimal, en tout cas, ça c'est clair. Puis Bolduc a eu des manquements au niveau de ses couvertures défensives. Martin a parlé du fait aussi qu'il avait de la difficulté à réguler sa vitesse et d'identifier à quel moment il faut qu'il ait des pointes de vitesse puis où aller patiner pour pouvoir bien servir et faciliter le jeu de ses deux coéquipiers. Puis là, Slav, il a un mandat différent. Quand il joue avec Suzuki et Caulfield, il sait ce qu'il a à faire, mais il est un peu au service du succès des deux autres. Tandis que ce qu'on a aimé quand il était avec Demidov, c'est que là, il transportait davantage la rondelle, puis il était beaucoup plus à même de s'exprimer lui-même. Alors là, il montre qu'il y a plusieurs facettes dans son jeu, puis c'est ça qui est intéressant dans les dernières semaines, c'est que tu le vois opérer dans plusieurs rôles, puis tu dis, il est capable de plus que se tirer d'affaire dans différents départements. Écoute, moi, j'ai hâte de voir si Martin va poursuivre avec cette expérience-là. Il semblait dire après le match que ce remaniement-là était quelque chose de ponctuel concernant les Jets. Je ne sais pas si ça résultait d'une fine analyse de l'alignement des Jets, mais à part le premier trio de cette équipe-là, il n'y a personne qui a été visible dans le match de mercredi. Je pense que c'est le plus bas total de chances de marquer que j'ai répertorié depuis que... Tu parles des Jets? Oui, les Jets ont eu 5 chances de marquer dans le match. Kyle Connor en a eu 4. Je parle dans les 60 premières minutes de jeu. Scheifele en a eu 1. Les autres, 0 puis une barre, 0 comme dans Ouellette. Le trio avec Texier, Kapanen et Demidov ont eu le meilleur sur l'opposition des Jets au niveau de la possession de rondelles, des tentatives de tir. Ce qui est rare dans le cas du duo Kapanen. Extrêmement rare. Kapanen et Demidov, je pense, sur 26. Ils ont combien de matchs de jouer? Le 26? 26, oui. 26. C'est arrivé 5 ou 6 fois où ils ont eu la tête au-dessus de l'eau.
depuis le début de la saison. Et là, mercredi, comme par magie, avec Texier, qui était le pire joueur de l'équipe en possession de rondelles depuis son arrivée, du 53-54 %. Fait que je ne sais pas si ça, c'est dû juste à l'opposition. C'est ça, c'est le reflet de ce que sont les Jets, la pire équipe de la Ligue nationale depuis le début du mois de novembre, ou c'est le début de quelque chose de complètement inattendu. Moi, avant le match, j'étais avec Gascon sur la passerelle, puis je pointais le trio de Kapanen. Je disais, ça va être... C'est l'équivalent d'un jeu « Vous salue Marie » à soir. On n'a aucune idée de ce qui va arriver avec ça. Ça a bien fonctionné. Ils ont généré de l'attaque, ils ont généré des chances de marquer, ils ont été très bons. Alors, j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre. Est-ce qu'on va les revoir? Mais là, dans le fond, je vous écoute. C'est ça, ils ont battu en fusillade la pire équipe du mois de novembre? Oui. OK. Non, mais ça remet les choses en perspective. Non, mais ils ont dominé. Là. Ça n'aurait pas dû se terminer en fusillade. Comrie il y a eu tout un match. Là. Il y a deux salves presque simultanées en première période de Suzuki et Caulfield. Là, 2 arrêts successifs. Puis après ça, 2 arrêts successifs contre Gallagher et Evans dans la même période. Ça semblait être début assuré. Là. C'est le gardien qui a changé l'allure de ce match-là. Alors, Slavkovski avec Suzuki et Caulfield ou avec Demidov? Bien, je pense à très court terme, là, le Canadien va affronter les Maple Leafs de Toronto samedi. Ce qu'on sait à propos du Canadien quand il affronte les Maple Leafs, c'est que Josh Anderson garde ses meilleurs matchs contre les Maple Leafs. Fait il risque d'animer ce trio-là. Si tu gardes Slavkovski avec le trio de Suzuki, puis que Anderson contribue à élever son trio avec Evans et Gallagher, ça a quand même mieux été face aux Jets, bien là, tu peux te permettre de poursuivre l'expérience de Texier avec Kapanen puis Demidov pour au moins un match de plus. Mais moi, ce que je vais surveiller, là, c'est qu'il y a Kirby Dach qui est de retour sur la glace. J'imagine qu'il va reprendre l'entraînement, puis il devrait peut-être être environ 2-3 semaines d'un retour au jeu. À terme, je trouve que le Canadien serait mieux servi en confiant le poste d'ailier ou de compléter le trio de Suzuki et Caulfield avec Dach, puis de replacer Slavkovski avec Demidov puis Kapanen. De cette manière-là, parce que je pense que Dach a les atouts pour pouvoir faire le genre de boulot qui rend le trio de Suzuki efficace avec Slav. Puis en même temps, tu pourrais profiter de Slav qui contrôle le jeu davantage sur un autre trio. Ça te permet de répartir ton attaque. Puis, tu sais, Kapanen, jusqu'à maintenant, c'est pas nécessairement la plus grande invention depuis le pain tranché, mais il fait quand même le travail là, au poste de centre dans le mandat qu'on lui donne. Puis pour revenir à Bolduc, ben, c'est un joueur de 2e année. Il est encore jeune, puis il a beau être un gars qui a du talent puis qui va devenir un attaquant intéressant. Je pense que c'était des grosses bouchées pour lui que de le placer à côté de Suzuki. Je ne dis pas qu'on ne le reverra pas, là, ça se peut, là. Mais je trouve que il est peut-être pas rendu là. Mm-hmm. Pour laisser le temps au temps. Exact. Mais il est Slavkovski. Hein? Quel joueur. Non, il est en train de devenir un très bon joueur de hockey, honnêtement. Est-ce que ce sera le meilleur de sa cuvée? On verra avec le temps, mais... Ben, ça dépend comment on... Si on regarde le chemin qu'il a parcouru depuis qu'il a commencé à jouer dans la Ligue nationale par rapport à ce qui est aujourd'hui, je pense que les dirigeants du Canadien aimeraient ça le voir s'imposer plus physiquement. Mm-hmm. Pas nécessairement en passant tout le monde à travers la bande, là, mais se servir de cet atout-là qui est dominant pour lui. Mais comme joueur de hockey, il a fait des progrès vraiment impressionnants. Puis étant donné qu'il s'était donné comme mandat de commencer la saison à temps puis de pas d'attendre d'être rendu à la fin janvier pour se mettre en marche, j'ose croire qu'il est encore un joueur de 2e moitié de saison, puis il a peut-être un autre niveau par rapport à ce qu'on voit en ce moment. Mais c'est clair que c'est son meilleur début de saison en carrière. Fait que c'est intéressant parce que pour la suite, là, tu dis, ben, s'il commence de cette manière-là, ben, qu'est-ce qui nous attend exactement en 2e moitié de saison? Ça va être intéressant. Il est sur le rythme une saison de 26 à 30 buts, 27 à 30 buts? Je pense que c'est 28. Ouais. Dans ces eaux-là, oui.
Quand même intéressant. Est-ce que le DG de l'équipe slovaque était au Centre Bell mercredi? C'est peut-être pour faire une faveur à Slavkovski que Martin l'a remis sur... C'était peut-être le directeur général de l'équipe slovaque, le gars qui était assis à côté de Karl Dubas. Je le reconnaissais pas. Je le reconnaissais pas. Ouais. Non, parce que lui, c'est ça. Slav, c'est pas mal sûr. Hein? C'est pas mal sûr qu'il va... Oui. C'est une cadence de 28 buts, là, si on fait une règle de 3 sur 82 matchs. Là. Puis si on tient compte du fait qu'il est un peu meilleur en deuxième moitié habituellement, peut-être, mais tu sais que c'est quand même intéressant. Là. C'est un beau pas en avant. Bon, pendant ce temps-là, je lisais dans tes notes, Martin, c'est ma lecture préférée. J'aime ça que tu me lises comme ça. C'est bien. Je lis pas tes chroniques, pareil. Tout ce qui est publié, ça m'intéresse pas. Correct. Non, mais moi, j'ai accès à... D'abord, je suis quelqu'un de spécial. J'ai accès à des affaires que les gens n'ont pas accès. C'est ça, ma vie. Parfait. Les gens me défendent à Québec. C'est ça, ma vie. Ouais. C'est ça. Bon. J'essaie de faire la démonstration que je suis pas sympathique. que je suis pas sympathique. Ah, ça continue. Ça va bien. Que t'es haïssable. T'es bien parti. Ouais. T'es bien parti. Je disais dans tes excellentes notes que, mine de rien, et malgré le fait... Est-ce que Demidov était de retour sur la première unité? Là, je suis un peu mêlé, mais j'allais dire, malgré le fait que Demidov n'est plus sur la première unité en avantage numérique, cette 16 unités ou 16 unités caracolent depuis le début du mois de novembre. Et c'était très bon en début de saison, on s'en souviendra. Mm-hmm. Il y a eu un passage à vide, mais là, c'est encore mieux en ce moment que c'était en début de saison. Oui, mais écoute, il y a eu le Canadien a travaillé un peu sur le positionnement ou la façon de déployer son avantage numérique. Je pense qu'on a commencé à voir de mémoire la nouvelle version au match en Utah contre le Mammouth, où on jouait plus près de la ligne des buts. On avait 2 joueurs placés vraiment sur la ligne des buts près du filet pour forcer la défense à rester un petit peu plus près du gardien pour ouvrir des différentes lignes de passe. Et l'avantage numérique, c'est ça, depuis le match en Utah, fonctionne à 60 %. C'est quand même pas... ça, c'est bon, ça. C'est quoi, c'est 5 matchs? C'est 610 durant cette période-là, alors que c'était très difficile. Puis là, on a l'impression que les chances de marquer sortent de partout. Il y a des buts quasi certains là, qui ont été... raté durant cette séquence-là parce que les gardiens adverses ont fait de gros arrêts, mais on est parti d'une situation où c'était la sécheresse, où on avait de la difficulté à marquer des buts. Il y a eu une très longue période, je ne me souviens pas du nombre de matchs au cours, mais c'était une longue période, on n'a pas marqué. Cette séquence-là avait été brisée par un but de Brendan Gallagher qui avait marqué presque par accident là, en se battant dans l'enclave. C'était pas un but... dessiné là, par les patrons de jeu en avantage numérique. Mais là, c'est extrêmement dynamique, extrêmement productif. Beaucoup de buts qui sont marqués de courte distance, à courte distance du gardien. Alors, on verra ce que ça donnera. Mais j'ai été frappé de voir, en Utah particulièrement, là, quand il y avait... Quand on postait des joueurs sur la ligne des buts de chaque côté... ça me faisait penser à un déploiement. J'avais remarqué ça. Je ne sais pas si c'est parce que je suis autiste un peu ou quoi que ce soit, mais je me souvenais que j'avais vu cette formation-là dans un match de hockey junior 3A en 2016. C'était Pierre Petroni qui dirigeait l'équipe du Collège français de Longueuil. Je pense qu'il était encore là. Pierre Petroni, c'est une légende là, du hockey junior A québécois. Ça fait des décennies et j'avais vu cette formation-là. Et l'équipe adverse n'était pas capable de s'ajuster à ça. Je ne savais pas si c'était parce qu'on ne voit pas souvent cette formation-là ou parce que ça force vraiment... Si la rondelle se retrouve près de la ligne des buts puis tu as un paquet de joueurs qui peuvent faire circuler la rondelle-là, ça ouvre trop d'options. Tu ne peux pas contrer ça. Fait que tout le monde est obligé de se rapprocher du gardien. Mais ça m'a toujours marqué. Ça fait... C'est niaiseux. Là, c'est un match que j'avais vu dans le Junior 3 puis je m'étais dit, wow, quelle stratégie... Ouais. Quelle stratégie originale. Ouais. Et le Canadien ne le fait pas systématiquement, mais quand on fait ça, visiblement, les défenses ont de la difficulté avec ça. Quand le Canadien a eu un passage à vide en supériorité numérique, à un moment donné, je pense que c'était après un match,
Nick Suzuki disait, j'aimerais ça que la rondelle, j'aimerais ça avoir l'occasion de recommencer à faire circuler la rondelle davantage de mon côté. Et puis, à l'époque, l'avantage numérique était beaucoup centré sur Demidov qui distribuait la rondelle, puis il était victime de beaucoup de pression qu'il menottait, puis qui faisait en sorte que ses tentatives de jeu avortaient. Alors, temporairement, on l'a sorti de la première unité, puis quand on l'a réintégré, là, la rondelle était rendue davantage distribuée du côté gauche avec Suzuki. Elle revient à Demidov de temps en temps, mais les rôles ne sont plus aussi fixés, coulés dans le béton. Alors, tu as des patrons de jeu qui se développent du côté gauche avec Suzuki, d'autres avec Demidov du côté droit. Mais ça crée un peu plus de variété dans les attaques, puis un peu plus d'imprévisibilité pour l'adversaire également. Fait que je pense que le fait que, justement, on ait recommencé à développer des jeux du côté de Suzuki, ça peut être un lien avec les succès récents de l'avantage numérique. Mais ça reste impressionnant. Puis l'attaque en général de cette équipe-là, ça reste impressionnant aussi. Mais comme je le disais, c'est ça. Ça reste que... Oui, ils ont gagné mercredi, mais on ne peut pas dire que c'est une grande semaine en général. Non. Défensivement, ils se sont replacés un peu contre les Jets qui sont amoindris. Là, mais c'est sûr qu'il y a un coup de barre à donner défensivement. Puis un coup de barre, je dirais, durable. Parce que moi, ce qui m'agace, c'est que Martin Saint-Louis parle souvent de standards, qu'il faut jouer selon nos standards. Pour jouer selon certains standards, il faut que tes standards ils aient été établis, puis que tu les maintiennes, puis que tu les rencontres souvent. Sinon, c'est pas des standards, c'est des objectifs. Puis, il y a peut-être des objectifs à atteindre, mais si tu veux respecter tes standards, là, il y a une ligne ou un niveau de rendement que tu dois être capable d'atteindre avec une certaine régularité. Puis je trouve que défensivement, depuis le début de la saison, on rate cette coche-là un peu trop souvent. Ça n'arrive pas assez souvent pour qu'on puisse appeler ça des standards. Voilà. Parce qu'il y a deux façons de voir la chose. Là. Soit que c'est ça, que ça n'arrive pas assez souvent, ou que la chaîne débarque. C'est la même chose, mais à l'envers. Mais la chaîne débarque constamment. Puis ça aussi, c'est une ça fait partie de la trame narrative. Dans les 3 dernières semaines, il y a eu des défaites de 5-1, 7-0, 8-4, 7-2. Puis là, la défaite contre les Sénateurs, c'est un 5-2 un peu déguisé parce qu'honnêtement, combien de buts ont taquiné la ligne rouge derrière Samuel Montembeault, puis finalement, ça a été empêché in extremis, mais le Canadien a été battu à de nombreuses occasions. Ça aurait pu être bien pire que 5 buts accordés seulement. Fait que je trouve qu'il y a un resserrement durable qui doit être fait, puis non pas juste ponctuel de dire d'un match à l'autre, est-ce qu'on va-tu avoir notre défense ce soir ou on l'aura pas? Alors, je pense que ça va être l'effort de la deuxième moitié de saison. Si le Canadien veut participer aux séries, s'il veut retrouver un différentiel de but positif, ça va passer par là, parce que on a beau parler du fait que est-ce que c'est l'équipe d'un seul trio? Tu viens de le dire, offensivement, ils en génèrent des buts. Puis il n'y a pas grand-chose là-dedans qui, en ce moment, m'apparaît farfelu ou insoutenable. Là. Les pourcentages de conversion de lancers ont diminué. C'est devenu un peu plus raisonnable. Mais l'équipe produit offensivement, c'est correct. Ouais. Puis à un moment donné, ils vont récupérer des joueurs. Mais défensivement, il faut trouver des solutions. Puis c'est important. Le Canadien était 27e dans la Ligue nationale en défense il y a 2 ans. L'année passée, terminé 22e. C'était l'équipe qui était c'est le facteur le plus prépondérant qui influence la participation aux séries ou pas. 22e en défense. Ils se sont qualifiés en série malgré ça. Là. C'était l'équipe, je pense, qui avait le moins bon rendement défensif qui s'est qualifiée pour les séries. Et 31e cette année. L'année passée, 22e, parce que les gardiens ont sauvé énormément de buts. Là, les gardiens ont surperformé. Samuel Montembeault était parmi les 5, 6, 7 meilleurs gardiens de la Ligue en termes de buts empêchés. Ouais. Et là, c'est ça. Là, ils sont 31e? Là, ils sont 31e. En ce moment, ils sont 31e. C'est pas bon, ça. Non. Alors, c'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec Marc-Antoine là-dessus. Les standards... On peut pas encore appeler ça comme ça. Si tu veux aspirer à des succès qui vont être durables dans la Ligue nationale de hockey, il faut que tu sois performant défensivement. Puis ils sont pas là. Ils sont pas capables de
s'insérer dans le deuxième tiers. Tu sais. Pensez-vous qu'on est à l'aube de la grande impatience? Moi, je remarque... Non, j'allais dire... Venant de qui? Venant de l'entraîneur. Ah. Oui, c'est là que j'allais. Moi, je remarque. Est-ce que ça c'est ça? Est-ce que ça couvre en ce moment? Sentez-vous que ça couvre? Ben, je sens de l'impatience chez Martin Saint-Louis, mais quels outils a-t-il à sa disposition vraiment là, pour pouvoir opérer ce coup de barre-là avec autre chose que les effectifs qu'il a sous la main? Lui, en tant qu'entraîneur, il doit juste aller chercher... Il faut qu'il soutire le maximum des gars qu'il a sous la main. En début de saison, défensivement, le fait d'avoir, par exemple, des défenseurs mobiles, ça permettait souvent, en récupération de rondelles, que Matheson, Dobson, Hudson permettent à la rondelle de sortir rapidement. Ça, c'était comme à la base de leur succès défensif. Sauf que là où je trouve que on retombe dans les vieux patterns, c'est que la minute que le Canadien n'a pas réussi à briser le jeu de l'adversaire en entrée de zone, puis que l'adversaire s'installe, le mouvement circulaire continue de dépasser le Canadien. Ça, c'est reparti. Là. On me semble qu'on avait réussi à nettoyer ça, mais dans les derniers matchs, on a vu des longues présences. Oui, absolument. Et là, à ce niveau-là, c'est pas nécessairement juste les défenseurs. En fait, c'est souvent la couverture homme pour homme des attaquants qui est problématique, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on ne regarde pas qui est notre homme, puis on ne le suit pas, puis à un moment donné, il y a du marquage en double, puis qui permet à un défenseur d'avoir la voie royale ouverte devant lui dans l'enclave, puis boum, on l'a vu deux fois contre les Sénateurs, Zub et Sanderson. Tu sais, je pense que c'est ce genre de resserrement-là qui doit avoir lieu tu sais, quand Martin Saint-Louis dit « peu importe le système de jeu, si t'es pas alerte, ton système sert à rien », bien c'est ça, c'est d'être... Il peut juste frapper sur le clou davantage de dire « les gars, quand vous êtes sur la glace, à chaque seconde... Concentrez-vous. Restez concentrés. Vous avez, fait que, voilà, il dit souvent qu'il ne coach pas autant le joueur qui a la rondelle que ceux qui ne l'ont pas. Ouais. Bien, quand tes 5 joueurs n'ont pas la rondelle, bien, ils ont besoin d'être coachés en ce moment parce que c'est là que c'est problématique. J'étais dans une conversation hier avec Claude Julien, puis on parlait du... Comment est-ce qu'il va? Il a l'air en forme. On était dans une conversation avec Martin Lemay, mais il parlait du système homme pour homme. Ouais. Puis il disait les Panthers de la Floride ont gagné la Coupe Stanley avec ça, là, fait que c'est pas un mauvais système. Il n'y a pas de mauvais système, mais ça, c'est pas un mauvais système, mais il faut que tu aies les joueurs pour l'appliquer. Et si tu as un joueur qui poursuit le porteur de la rondelle partout dans la zone, il faut qu'il soit capable de lui enlever la rondelle. Puis il donnait l'exemple de Lane Hudson, qui n'est pas un joueur costaud, mais qui est capable de poursuivre avec sa vitesse et tout ça. Mais c'est ça. Il faut que tu sois bon dans les batailles à 1 contre 1 si tu fais une défense homme à homme. Ouais. Est-ce que le Canadien, Marc-Antoine, est une bonne équipe dans les batailles à 1 contre 1? Non. Alors, c'est ça. OK. Alors, le propos de Claude, c'est un bon système, mais est-ce qu'il faut que tu aies l'équipe? Est-ce qu'il est adapté à... C'est ça. Parce que tu as des défenseurs qui perdent des batailles à 1 contre 1, puis tu as plusieurs attaquants aussi dont c'est pas nécessairement la tasse de thé ou la qualité première. Je pense que d'avoir un gars qui... Tu sais, c'est pas pour rien que le Canadien veut avoir des attaquants d'un peu plus gros gabarit, mais le gabarit n'est pas le seul élément pour gagner une bataille. Tu as l'intensité qui n'a rien à voir avec la grosseur. Ouais. Puis tu as aussi des compétences au plan défensif qui sont pas données à tout le monde de façon égale. Mais je trouve que, on parle souvent là, d'ajouter un deuxième centre à cette équipe-là, mais d'avoir un ailier qui serait non seulement capable de fournir de la production secondaire, mais aussi qui serait extrêmement fiable au plan défensif puis qui aiderait dans la quantité de batailles gagnées à 1 contre 1. Je pense que ce serait un ajout intéressant, mais le Canadien est capable de gagner ses batailles, puis ils en ont déjà gagné. On les a déjà vus en gagner. Ben oui, c'est ça. C'est pas comme s'ils sont incapables, mais c'est pas non plus...
Une fois au chalet. Une fois, ouais. Ça compte. Mais c'est parce qu'on parle toujours du système. On a parlé tantôt du rendement de l'équipe de façon générale. Tu sais, moi, je pense, je suis convaincu de ça, que enseigner à bien jouer défensivement, ça se fait. Un joueur intelligent est capable de comprendre comment bien jouer défensivement. Enseigner à être excellent offensivement, c'est plus difficile. Il y a un instinct. À mettre la rondelle là où... Tu peux maximiser le potentiel d'un joueur, peut-être, mais c'est pas tout le monde qui a le même potentiel en attaque. Là. Fait que enseigner à marquer des buts, bonne chance. Enseigner à bien jouer défensivement, et il y a quelque chose. Mais ça reste aussi, à la décharge de Martin Saint-Louis, ça reste l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Mais si on dit qu'ils sont plus expérimentés en tout depuis qu'ils sont ensemble, ils devraient être plus expérimentés défensivement aussi. Puis là, contre les Jets, ils ont pas mal exécuté. Je parlais des 5 chances de marquer seulement, ce qui est très peu dans le match contre les Jets, mais ils sont 31e. Ils sont 31e en défense. Mais il y a une déclaration à la suite du match contre les Sénateurs que j'ai trouvé très intéressante de la part de Saint-Louis à propos justement du système de jeu, parce qu'il y a eu des questions à ce sujet-là. Puis il dit, mes joueurs connaissent le système, ils pourraient eux-mêmes l'enseigner tellement ils connaissent. Fait que tu sais, c'est pas un manque de compréhension. Et Suzuki, quelques minutes auparavant, dans le vestiaire, disait, tu sais, c'est pas... Si, après 25 matchs, il y a des joueurs qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire sur la glace et comment appliquer le système, c'est un plus gros problème en soi que les erreurs mentales qu'on voit en ce moment. Puis il venait d'identifier les erreurs mentales au plan défensif comme étant un des principaux problèmes, une des principales responsabilités de la défaite face aux Sénateurs. Mais effectivement, les joueurs comprennent théoriquement ce qui leur est demandé. Ils le connaissent par cœur. Maintenant, sont-ils capables de l'appliquer avec régularité sur la glace? Ça, c'est un autre dossier. C'est quoi la réponse à cette excellente question? Bien, je pense que oui, ils sont capables, mais c'est encore une équipe qui est immature. C'est encore une équipe adolescente qui te montre des promesses, mais qu'à un moment donné, tu fais il y a un recul. On n'est pas encore rendu là. À un moment donné, ils se lèvent tard, puis il faut les convaincre. Exact. Mais Martin, est-ce que tu suggérais que les chevaux, c'est peut-être pas les bons chevaux? Écoute, je ne sais pas, mais si on regarde la façon dont cette équipe-là a progressé, on limité les revirements inutiles, puis c'est ça, la façon dont ça a progressé en attaque, l'amélioration de la profondeur et tout. Là, je sais que ça a été problématique avec les gardiens, mais on voit des choses revenir qu'on voyait au cours des pures années de reconstruction, les longues présences qui s'étirent. Les Jets en ont eu. Les Jets n'ont pas eu beaucoup de chances de marquer dans le dernier match, mais ils ont eu 2, 3, 4 séquences où ça a tourbillonné longtemps. C'est juste qu'ils n'étaient pas capables de faire quelque chose avec. J'étais avec Gascon, j'ai dit, c'est reparti. Reparti. Est-ce que c'est reparti, Alex? Il disait, je vais te le dire dans 30 secondes. Parce que, c'est... Quel interlocuteur de qualité. Je pense que cette jeune équipe-là doit se concentrer au maximum sur la qualité de son jeu défensif. Parce que c'est pas juste en marquant des buts en avantage numérique, puis une fois de temps en temps, en 5 contre 5, qui vont réussir à répéter l'exploit. Bon, on va parler de Milan dans quelques secondes. D'ailleurs, Jack, si tu as le temps de nous bricoler, ça nous prendrait un thème Milan. T'as 1 minute, peut-être, ou plus. Parce que j'aimerais ça vous entendre sur Adam Engstrom, qui est reparti. Oui. Je pensais pas qu'il repartirait si vite. Ben, enfin. Je pense qu'on dirait peut-être que c'est un non-sujet, mais j'avais envie de m'attacher. Je pensais que... il était là, il était là d'abord et avant tout pour être un 7e défenseur durant le voyage de 3 matchs. Hein, c'est ça, c'est ce qu'on a compris. Alors là, le Canadien est revenu à Montréal. Je ne serais pas surpris qu'au moment où il repart pour 2 matchs la semaine prochaine, à Pittsburgh et à New York, qu'on le rappelle de nouveau. À moins qu'on se dise, on est très heureux du rendement de Struble et Xhekaj qui ont eu une belle semaine, puis ça va bien. Puis dans le fond, on entend les utiliser lors de ces 2 matchs-là, fait qu'on va rappeler Del Gaizo au lieu de rappeler Engstrom. Mais s'il y a un manquement chez l'un ou chez l'autre, à ce moment-là, en ce moment, Engstrom est désormais utilisé comme étant le gars qui peut mettre de la pression sur un de tes 2 défenseurs plus vulnérables.
Puis il a montré qu'il n'était pas trop échaudé par le hockey de la Ligue nationale. C'est le fun parce que il commence à peine. Il a été rappelé puis il a été envoyé dans la mêlée dans des matchs difficiles. Ouais. Puis c'est somme toute assez bien tiré d'affaire. Fait que moi, je suis pas... On l'a pas vu. On va le revoir bientôt. Ouais. Là, non, mais je l'ai dit, on l'a pas remarqué. Puis ça, Martin, ça fait longtemps que tu m'enseignais ça. Un défenseur, quand tu le remarques pas... C'est une belle qualité. C'est parfait. Ouais. Ouais, mais c'est ça. C'est juste assez facile à comprendre qu'on préfère... qu'on préfère lui donner beaucoup de minutes de qualité. Ouais. Mais je pensais qu'il allait peut-être s'installer parce que moi, j'aime ça, 7 défenseurs. Tu sais, je veux dire, on dirait que cette équipe-là ne valorise pas ça, là, les 23. Tu sais, ils ont commencé la saison à 22 alors qu'ils n'étaient pas. Oui, mais quand tu as une jeune équipe, tu veux maximiser le développement de tes jeunes, puis ça ne te sert à rien de traîner un 7e si tu ne le joues, tu ne l'utilises pas beaucoup. Puis ils en avaient 7 jusqu'à la blessure de Goulet. Mm-hmm. Alors, qui est arrivé tôt dans la saison, mais sauf qu'en principe, Struble ou Jacky est ton 7e défenseur. C'est ça. Alors là, si tu peux t'en tenir à 6, surtout dans les matchs à domicile, tu t'en tiens à 6, puis tu maximises le développement d'un espoir comme Engstrom, ça m'apparaît normal. Effectivement, idéalement, si tu peux avoir un réserviste en attaque, un réserviste en défense constamment, c'est ce qu'il y a de mieux, mais sauf qu'à un moment donné, il y a des joueurs, surtout les plus jeunes, tu veux t'assurer de les utiliser le plus possible. Fait que c'est pour ça que, que ce soit Davidson ou Florian Jacky, à un moment donné, tu dis, mais là, on va le laisser de côté ou on va lui donner 5-6 minutes par match. Il y a des joueurs qui doivent être retournés à Laval. Florian Jacky l'a été d'ailleurs aussi, là, parce que il faut qu'il joue plus à Laval qu'il ne joue à Montréal. Mm-hmm. OK. Q. Thème en route vers Milan. Je savais pas que Fernand Lapierre jouait de l'orgue à Milan. Ben oui, Fernando Del Piero. Là, préparez-vous, là, parce que vous allez avoir des noms en italien. Ça s'en vient. Marc-Antoine, c'est facile, mais Martin, je travaille encore dessus. Okay. C'est plus difficile. Marco Antonio Godini. Ça, ça s'écrit tout seul, ça. Alessandro Copale. Voilà, ça aussi, celui-là, il est fait. Alors, quand j'étais jeune journaliste, que j'ai commencé au service des sports de Radio-Canada, j'aimais beaucoup dire, il y a 2 certitudes dans la vie. Il va y avoir des inquiétudes sur le niveau d'installation des Jeux olympiques. Ça, c'est acquis. Et les Jeux olympiques vont avoir lieu. Il n'y en aura pas de pépins. 2 certitudes. Est arrivée la pandémie. Oui. Là, j'ai arrêté de dire ça. Mais, en prévision de Milan, il y a des incertitudes vis-à-vis des installations, notamment l'aréna Santa Giulia. Voilà, merci. Faut que je l'apprenne parce que ça va être notre maison. Exact. On dort là, je pense. Je pense qu'on dort là. Juste à côté. On verra pas Milan, je te l'annonce. Non, il y a une autoroute. Ça, on va le voir. Mais donc, ça va être notre maison parce que c'est là qu'on fait le balado. C'est pas plus compliqué que ça. Et à tous les jours, je le dis pas assez, à tous les jours, à 18h, en direct, sur icitout.tv, plus tard sur YouTube, plus tard sur OHDO. C'est ça. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Donc, à tous les jours. Pendant les Jeux. Là, l'aréna, il va être prêt. Il va être prêt. Oui. Je vous le dis, là. Il y a 2 certitudes dans la vie. Il va y avoir des inquiétudes, mais il va être prêt. Alors, voilà. Je suis venu vous rassurer. Oui, mais encore merci. Ça fait plaisir. Non, mais l'aréna continue de faire parler de lui. Bon, premièrement, la situation, regardons le portrait dans son ensemble. Cet amphithéâtre-là, qui va être construit pour le tournoi de hockey à Milan, c'est un amphithéâtre privé dont les coûts de construction ont plus que doublé. C'était supposé être 170 millions d'euros et la facture finale est autour de 370-400 millions d'euros. Jusque-là, ça a causé des problèmes de financement en cours de route. L'entrepreneur s'est tourné vers les politiciens italiens. Vous dites là, ça va nous coûter beaucoup plus cher, il va falloir que vous participiez. Et là, ça a été long avant de débloquer les fonds et tout ça. Et donc, la construction a commencé, a été retardée. Et ça fait 2 ans qu'on sait que ça va se terminer. Là, la peinture ne sera peut-être pas sèche. Sur le fil de rasoir. Ouais.
Mais quand même, il y avait un événement, il y avait un tournoi international, un événement test qui était prévu pour là, qui était supposé de commencer dans les prochains jours. Et on fait ça chaque fois qu'il y a des nouvelles installations olympiques qui sont faites. On organise une compétition internationale pour s'assurer que tout est correct, que tout fonctionne. Et dans le cas d'un aréna, d'un amphithéâtre dont la vocation ne sera pas le hockey, c'est d'autant plus important parce que le système de réfrigération, est-ce que la glace est de assez bonne qualité? Quand les gradins sont remplis et qu'il fait plus chaud, est-ce que la glace tient comme il faut? Est-ce que les systèmes de ventilation sont assez efficaces pour éviter qu'il se forme de la brume sur la patinoire? Les mouvements de foule à l'intérieur, est-ce qu'on peut gérer fluide, ça? Ouais. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que toutes les toilettes fonctionnent? Ça fait le même. Beaucoup de choses. Les systèmes électroniques, tableau indicateur, il y a des kilomètres de fils qui doivent être passés dans l'amphithéâtre pour retransmettre les matchs à travers le monde et tout ça. Il y a beaucoup de choses à vérifier, là. Et là, on a été obligé, l'entrepreneur n'a pas été capable de assez avancer dans les travaux pour que cet événement test-là ait lieu. Mais ils se sont engagés à la fin du mois d'octobre parce qu'il y a un tournoi, une espèce de championnat national impliquant un nombre plus petit d'équipes qui a lieu à partir du 9 janvier. Donc, il va y avoir... L'aréna est en train de se terminer. Là, je lisais le Corriere della Sera. Puis, ils sont comme à tous les jours. Ils sont en train de tester les aspects mécaniques du bâtiment puis tout ça. Fait que ce tournoi-là va avoir lieu, mais c'est quand même pas un tournoi... c'est pas la même envergure. D'envergure, c'est pas la même envergure. Et les gens de la Fédération internationale se croisent les doigts. Et s'il y avait 4 mains, ils se croiseraient les doigts, les 4 mains, parce qu'ils disent là, on va travailler sans filet. S'il arrive un pépin avec cet amphithéâtre-là, l'horaire de la deuxième patinoire est rempli. Il y a 3 matchs par jour de prévus avec des foules à faire entrer, à faire sortir. Les calendriers sont établis. Les calendriers des télédiffuseurs internationaux sont établis. Alors, s'il arrive un pépin et on n'est pas capable de présenter 1 ou 2 matchs une certaine journée, ça va aller très mal parce qu'on n'a aucun filet, on n'a aucun moyen de se virer de bord. Alors, c'est ça la situation présentement. Fait que là, tout le monde... tire un peu à boulet rouge sur le fait que les travaux sont en retard, mais nous, Québécois, on n'a pas de leçon à donner à personne en matière de retard d'installation olympique. Je ne sais pas si vous avez un bon souvenir des Jeux 76, mais les gars déroulaient encore de la tourbe pendant les cérémonies d'ouverture, puis le stade a été complété plusieurs années après la présentation des Jeux. Mais il n'y avait pas de buée. Puis la rondelle ne collait pas sur la pelouse du stade. Exact. Mais tu sais, ça a été... Tu disais, il y a des certitudes dans la vie. Là. Je me souviens, j'étais à Athènes. C'était la catastrophe annoncée avant qu'on débarque là. Le métro ne sera pas terminé. Ouais. Les gens ne pourront pas circuler. Le stade principal n'est pas fini. On est arrivé là. Les Jeux ont eu lieu, puis le métro fonctionnait et tout ça. À Sochi, je me souviens d'avoir vu les gars... faisait la peinture dans les salles de bain de l'aréna avant la première période du premier match. Là. Puis il y avait les préoccupations de sécurité. Mon Dieu, le terrorisme tchétchène, il va arriver, ça va être catastrophique là-bas. Il y avait un soldat à tous les 50 pieds, puis il n'y a pas eu de problème de sécurité. À Rio, c'est la même chose. Est-ce que les installations vont être prêtes? Il y a toujours un mélodrame mais il y a énormément de pression sur l'entrepreneur là-bas pour que les travaux soient faits. Ça fonctionne à 2 quarts de travail par jour, 7 jours par semaine. Et moi, je te dis, le tournoi va avoir lieu. Est-ce que ça va être parfait? On ne sait pas. Ouais. Je doute que ça va être que ce sera parfait, mais le tournoi va avoir lieu. Et là, il y a la controverse. Cette semaine, ben oui, la patinoire est 3,6 pieds plus petite. Moins longue. Un peu moins longue, mais un petit peu plus large, non? C'est pas ça que j'ai compris? Oui. Bon, ça revient au même. Elle est 4 pouces. Elle est 4 pouces plus large que les 85 pieds, mais elle est 4 pouces. Ça va avantager quelle nation, ça, ces 4 pouces-là? Honnêtement, je pense pas que les dimensions différentes changent quoi que ce soit. Je sais pas si on l'aurait même remarqué. Mais là, ça va être intéressant de voir si... Tu sais, 3 pieds et demi... s'il décide de simplement rétrécir la zone neutre, peut-être que dans les premiers jours du tournoi, il va peut-être y avoir un petit peu plus de hors-jeu qu'en temps normal. Mais il pourrait aussi décider de distribuer ça, par exemple, entre l'espace derrière le filet de chaque bord, puis rétrécir ça paraîtrait un même peu. pas. Tu enlèves un pied dans chaque zone, même, puis tu rétrécis les lignes de ça. Écoute, à un moment donné, j'ai fait le calcul, là.
c'est 1,2 % de surface de moins. Là. Ceux les plus vieux se souviennent, le Stadium de Chicago, la patinoire était 188 pieds de long, là, puis à Boston, c'est 191 pieds de long au lieu de 200 pieds, puis c'est 83 pieds de large. C'était pas le même hockey, il y avait la ligne rouge, le jeu était plus lent et tout ça, mais quand il y a moins d'espace, ça donne du jeu plus spectaculaire, plus offensif, il y a plus d'erreurs, il y a plus d'imprévisibilité. Tous les joueurs qui arrivent d'Europe, qui sont habitués de jouer sur les patinoires internationales, qui arrivent sur les patinoires nord-américaines, disent « Mon Dieu, c'est un jeu différent, ça vient vite. Ouais. » Je lisais hier, je pense que c'est dans le Toronto Star, Denis Savard qui disait « C'est incroyable jouer sur une patinoire plus petite. Là, moi, ça m'a favorisé comme joueur offensif toute ma carrière. » Fait que, il n'y a pas de religion qui dit que tu ne peux pas jouer au hockey. 200 pieds ou rien. Si c'est pas 200 pieds par 85. Fait que, mais ça ajoute un peu à l'aspect folklorique de l'amphithéâtre. Ça ressemble aux 12... c'est quoi? C'est Astérix et Cléopâtre. Là, où à un moment donné, le chantier arrête, puis ça prend de la potion magique pour terminer à la dernière seconde. Mais... à l'affiche, ce week-end, Astérix et Cléopâtre, Ciné Cadeau commence. Mais je pense, là, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter. Mon Dieu, la patinoire n'est pas réglementaire. La Ligue nationale n'ira pas. Est-ce que la Ligue va aller au jeu? Excusez, mais Sidney Crosby, il ne manquera pas les Jeux olympiques parce que la patinoire a le 196 J'ai eu vent. On m'a dit qu'il manquait 3 pieds. Je reste chez nous. Non. Mais je pense que l'histoire des dimensions, c'est pas autant la réalité sur la glace ou l'impact que ça pourrait avoir sur le jeu que la manifestation du fait qu'en termes de communication puis de supervision, il y a des trous là, à quelque part. Au niveau du contrôle de la qualité, qui décide quoi, puis est-ce que les normes sont bien suivies. C'est un exemple d'un trou. Là, Alors, je pense que c'est surtout à ce niveau-là, parce que en tant que tel, les mesures de la patinoire n'auront pas ça n'aura pas d'impact. La qualité de la glace va être beaucoup plus préoccupante. Ben oui. Puis pour rejoindre ce qu'expliquait tout à l'heure Martin, quand tu n'as pas une épreuve test comme... Là, c'était censé être un championnat junior qui devait être présenté au milieu du mois. Puis là, bon, il va y avoir autre chose entre le 9 et le 11 janvier. Mais, par exemple, il y a un élément auquel les gens qui s'occupent de la glace au Centre Bell sont très, très sensibles, c'est quand l'amphithéâtre est rempli, l'impact que ça a sur la température de l'édifice et sur la patinoire, c'est énorme. Fait que des fois, là, vers 3 heures au Centre Bell, là, ils se mettent à descendre la température de l'édifice au maximum. On gèle en milieu d'après-midi au Centre Bell parce qu'ils savent qu'une fois qu'on va rentrer 21 000 personnes, l'édifice va se réchauffer puis il va y avoir un impact sur la patinoire. Fait que là, selon le nombre de personnes qui sont là, à quelle heure on baisse la température, à quelle heure on la remonte, juste pour que, sous le coup de 19 heures, on ait la glace qu'on veut avoir. Mais tout ce genre d'ajustement-là, ils n'auront pas l'occasion de le faire à Milan. Je pense que la préoccupation, quand tu as un aréna qui est ouvert à minuit moins une, là, c'est que tu peux pas savoir quel genre de patinoire, quelle qualité de glace tu vas avoir. Puis là, ça expose les joueurs aux blessures, puis ça rend tout le monde nerveux à ce moment-là. Ouais. Puis là, tu parles de la situation au Centre Bell, qui est sur un match disputé en soirée, toutes les précautions qu'on prend. Mais là, à Milan, ça va être un match à midi, un match à 16h, un match à 20h, avec la foule qui entre, qui sort. Et ça, ils ne pourront pas le tester là, avec leur petit tournoi qu'ils vont faire en janvier. 2 ou 3 matchs par jour, là, ça va être quoi la qualité de la glace à la fin? Là? Peut-être que ça va marcher pour un match. Ils vont dire, OK, c'est correct. Mais là, avec le building qui fonctionne à tous les jours, avec des foules qui entrent, qui sortent avec les matchs. Fait que c'est ça qui fait extrêmement peur. Et je suis content que Marc-Antoine dise il y a un manque de suivi, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai pris le petit déjeuner avec Luc Tardif il y a la semaine dernière. On a passé du temps ensemble. Puis le président de la Fédération. De la Fédération internationale de hockey sur glace. Et il me disait qu'il a parlé à la nouvelle présidente du CIO, Kirsty Coventry, pour dire là, il faut que vous laissiez les fédérations, quand il y a les Jeux olympiques, il faut que vous laissiez les fédérations internationales être les maîtres d'œuvre du déploiement des nouvelles installations. C'est nous autres qui avons l'expertise là-dessus. Et là, c'est toujours le CIO qui prend ça en main. Puis ça prend souvent des tournures rocambolesques
parce que eux autres, c'est des généralistes, puis ils donnent un cahier de charge, puis ça prend quelqu'un qui est un expert pour aller sur le chantier puis dire, OK, là, est-ce que c'est... Il manque 3 pieds. C'est que, alors, là, je vois dans beaucoup de reportages, surtout du côté du Canada anglais, la Fédération internationale, c'est des clowns, ils ont pas... mais quand ce sont les Jeux olympiques, c'est le CIO qui prend ça en charge. Ouais, bon à savoir, ça, oui. Puis la chose qui me dépasse, c'est que ça fait combien d'années qu'on sait que les Jeux vont avoir lieu à Milan? 7 ans, genre? C'est toujours à peu près ça. 7-8 ans avant, ça. C'est fascinant qu'en ayant des deadlines qu'on voit venir longtemps en avance, que malgré tout, là, ça joue au fil d'arrivée comme ça. T'sais. Je veux bien croire l'entreprise privée et tout, mais que ce soit public ou privé, là, les échéanciers demeurent les mêmes, la date butoir pour que ce soit prêt reste les mêmes. C'est vraiment se placer en position inutilement périlleuse que d'attendre aussi tard, d'avoir mis l'édifice en chantier puis les routes autour, que tout ça démarre aussi tard dans le processus. Nous, ça me dépasse. Mais je pense qu'il y a un aspect culturel dans ça aussi, parce que les Français étaient prêts longtemps d'avance pour les derniers Jeux d'été. Là. Tout était pile-poil, planifié. Nickel. Et même si tout était nickel, je me souviens d'avoir été visité, c'était au Petit Palace, le judo. Oui. Et je suis allé là la veille du début des compétitions. Et puis là, ça s'est mis... il y a eu un vent de panique qui a semé. L'inspecteur de la Fédération internationale de judo qui est venu a dit « Votre tatami n'est pas réglementaire, c'est pas selon les normes. » Il a fallu qu'il se tourne de bord pour changer le tatami durant la nuit avant que les compétitions commencent. Mais je pense que les Chinois à Pékin, 1 an d'avance, toutes les installations étaient construites, étaient terminées, tous les stades. Mais on s'entend, c'est pas le même régime politique, ça fonctionne pas de la même façon, mais il y a des pays où on dirait que... Mais c'est parce qu'en même temps, l'apéro, ça prend du temps là aussi. Il y a juste 24 heures dans une journée. Puis il y a des pays où, à partir du moment où tu obtiens les jeux, là, il y a des jeux de coulisses qui tout le monde veut sa part du gâteau. Est-ce qu'on va avoir notre pourcentage de contrats de construction, les amis politiques? Puis là, tout le monde tire la couverte et ça dure extrêmement longtemps. Et l'Arena, pour les Jeux de Milan, c'est pas le seul problème. Là, je lisais... il y a un site de ski, de sport de glisse, où ils ont besoin de systèmes pour faire de la neige artificielle. Les systèmes sont là, mais le lieu ou le bassin d'eau pour approvisionner le système n'est pas là encore. Là. Puis là, ils sont inquiets. Ils disent là, c'est supposé d'être fait depuis longtemps. Fait que il y a un petit peu d'aspect culturel là-dedans aussi. C'est excitant. Ça va rendre les choses excitantes. Ouais. Le judo, c'était à l'Arena Champ-de-Mars. Il y avait une installation temporaire pour le judo. Là. Je pense que il y avait l'escrime qui était au Grand Palais. Mais, je sais pas, j'étais pas là, moi. Escrime, taekwondo au Grand Palais. J'ai été voir le taekwondo. OK, moi, je suis pas allé. J'étais dans un J'allais là où tu n'étais pas. On se disait au revoir le matin et on se retrouvait la nuit dans le lobby de l'hôtel pour écrire nos textes. Voilà. 2h30 du matin. Yeah. Ils joueront en bottine dans le parking. Ouais. Ben oui. En bobotte. Ben oui. Est-ce qu'ils sont... Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire des bobottes? Moi, j'ai acquiescé, mais je ne sais pas exactement à quoi tu fais référence. Au hockey junior majeur, avant les Olympiques de Hull et les Olympiques de Gatineau par la suite, l'équipe s'appelait les Festivals de Hull. Ah. Et l'entraîneur de cette équipe-là, qui était un homme très coloré, s'appelait Lally Lalonde. C'était Lally Lalonde, c'est son... Et c'était un personnage extrêmement coloré. D'accord. Et à un moment donné, les festivals se font rosser dans un match. Et Lally Lalonde entre dans le vestiaire et dit à ses joueurs, « Vous avez joué comme des bobottes aujourd'hui. Fait que demain, on va pratiquer en bobotte. » Et c'était à l'époque, dans les années 70, où les gars portaient des bottillons, un peu avec des talons, avec une fermeture éclair sur le côté. Ouais. Alors, le lendemain, les joueurs des festivals sont dans le vestiaire en train de s'habiller pour leur séance d'entraînement. Et là, Lally Lalonde entre dans le vestiaire et dit
Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit hier? Vous allez pratiquer en bobotte aujourd'hui. Fait que les gars ont pratiqué avec leur équipement de hockey sur le dos, mais avec leur bottillon à talons. Leur bottillon à talons avec les fermetures éclairs. Alors, ils étaient sérieux. Ils ont pratiqué en bobotte. Alors, ça pourrait donner du jeu spectaculaire à Milan de voir les gars en bobotte parce que la glace ne tient pas. Il n'aura pas les mêmes pointes de vitesse. Non. Et quelle nation est-ce que ça avantagera? Moi, c'est la question. Les 3 pieds manquants, avantage Lettonie, à voir. Milan 2026. Ceux qui vont mettre leurs bottes de travail. Voilà, ils sont venus pour... Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Un grand merci. Hey, ça fait plaisir. Et dis-le aux gens là, que tu m'aimes. Alexandre, je t'aime de tout mon cœur. Hein? Moi aussi. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports et personne ne doute de l'affection que tu me portes. Je me sens comme un chaperon presque. Là. Alors, messieurs, c'était un plaisir. C'était un plaisir encore une fois. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tel Manqué. Jacques-Alexis, on t'aime. Un grand merci. Puis on vous aime, tous et toutes. Merci d'être là. Merci de cliquer. Merci de nous en parler. Ça nous fait plaisir. Et là-dessus, passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.